Le sujet des différences entre hommes et femmes est abordé de façon centrale dans le 4e article du dossier, qui est constitué d'un ensemble d'extraits de l'ouvrage Différent, le genre vu par un primatologue, du primatologue Frans de Waal. Il est précisé que les extraits choisis sont de la responsabilité de la rédaction de la revue. Donc, j'ai peut-être tort de critiquer ce qui est une sélection d'extraits sans avoir lu le livre. Partons du principe que je critique cette sélection d'extraits et pas tout l'ouvrage. Mais je suppose que Frans de Waal a donné son approbation à la rédaction de Sciences et Pseudosciences concernant la sélection de ces extraits, car l'article est présenté comme étant rédigé par Frans de Waal lui-même. Bref. Voici la présentation de l'ouvrage faite par l'éditeur. Présentation qui est reprise dans le dossier de la FIS, dans la version papier. Je cite. Voici un vibrant et passionnant manifeste pour l'égalité des genres par l'un des plus éminents primatologues de notre temps. Pour établir si les préférences et les comportements humains que nous qualifions parfois de genrés ont une origine biologique, Frans de Waal les compare avec ceux d'autres primates non affectés par nos biais culturels. Selon Frans de Waal, il est faux de penser que l'homme posséderait une nature plus dominante que la femme, justifiant qu'il occupe une place prépondérante dans la société. Il promeut un modèle inclusif qui embrasse les différences plutôt que de les nier. Donc, Frans de Waal, qui est primatologue et spécialiste du comportement des animaux. Il est présenté ici comme une personne compétente et pertinente pour discuter des comportements humains. Ce qui est avancé ici est que la comparaison des comportements humains avec ceux des singes qui nous sont les plus proches est une bonne méthode pour comprendre les comportements humains et leur origine. Donc, cette idée est reprise dans un grand nombre de passages. Je cite. Il existe suffisamment de parallèles entre nos différences genrées et les différences sexuées des primates pour faire apparaître avec évidence que nous n'avons pas échappé aux forces de l'évolution. Étant donné que leur cerveau se développe indépendamment de l'environnement culturel humain, les animaux jouent un rôle essentiel dans cette discussion. Si leur cerveau varie selon le sexe, ce qui est un fait, pourquoi faudrait-il que le nôtre soit neutre ? Nous avons beau être doués du langage et de quelques autres avantages intellectuels, nous sommes de parfaits primates du point de vue socio-émotionnel. Nous avons un gros cerveau de singe. Et la psychologie qui va avec, y compris l'art de naviguer dans un monde principalement divisé en deux sexes. Le fait de les appeler des genres n'y change pas grand-chose. Si subtile que soit notre rhétorique, elle ne dissociera jamais complètement la catégorie culturelle du genre de la catégorie biologique du sexe, avec les corps, les organes génitaux, les cerveaux et les hormones qui les composent. Les fondements de la biologie humaine finissent toujours par transparaître. Néanmoins, le fait que nous soyons naturellement genrés ne retire pas son intérêt à la notion de genre. La coexistence du genre et du sexe prouve que tout ce que nous faisons est influencé et par la biologie et par l'environnement. On ne peut pas évoquer les différences entre hommes et femmes sans tenir compte de cette double influence. C'est pourquoi il est intéressant d'analyser ces différences dans le cadre triangulaire qui est le mien, humain, chimpanzé et bonobo. La comparaison avec ces primates permet de ne pas oublier le rôle de l'évolution. On reviendra ultérieurement tout particulièrement sur ce passage. La mosaïque des différences entre ces trois hominidés ne saurait occulter quelques traits universels. Et enfin, tout ne tient pas à l'environnement social. Les limites de la socialisation apparaissent de façon encore plus frappante quand on observe les différences entre les sexes à travers le monde.
les universaux culturels reflètent le socle biologique de notre espèce. Sans compter que nous constatons les mêmes différences chez nos cousins primates. Il est difficile de regarder interagir des grands singes mâles et femelles sans établir de parallèle avec notre propre comportement. Du coup, Frans de Waal affirme haut et fort qu'il est évident que les différences observables chez les grands singes disent quelque chose des comportements humains. Mais est-ce que cette comparaison est réellement pertinente ? Est-ce une bonne méthode d'analyse ? Je vous partage un premier extrait de l'épisode 2 de la rencontre avec Odile Fillot dans le podcast Méthode au choc. Odile Fillot nous parle ici de l'extrapolation des études sur les animaux aux humains. Puis alors du coup, il y a une autre chose aussi qui vient, j'imagine, troubler un peu le jeu, c'est que la plupart de ces expériences ne peuvent pas être faites sur des humains. Qui va accepter qu'on fasse des expériences sur des embryons humains? Donc ça va plutôt être fait sur des animaux. Alors quelle est la fiabilité quand on a des résultats sur des expériences sur des souris ou sur des singes ou sur des différents animaux? Comment on peut extrapoler ça à l'humain? Oui, alors c'est pas une question de fiabilité. Alors il y a une question de fiabilité, de robustesse, de généralisabilité des résultats qui est indépendante de l'expérience elle-même. Mmh. Voilà, on fait une expérience sur des souris, on observe quelque chose, donc il y a déjà la question de savoir est-ce que, vu la méthodologie qui était employée, la taille de l'échantillon, etc., est-ce qu'on peut être sûr que c'est vraiment un truc général, que chez toutes les souris ça fait ça? Voilà, ça c'est déjà une première question qui est déjà pas mal. Voilà, il y a déjà tout un travail à ce niveau-là dans les études qui sont faites sur les animaux. Il peut y avoir tout un travail critique très 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 nécessaire. Mais après, ce à quoi tu faisais référence, c'était plutôt la question de l'extrapolabilité de ce qu'on observe dans telle ou telle espèce à l'être humain. Et ça, pour le dire de manière simple et très générale, on ne peut jamais extrapoler mécaniquement, automatiquement, un truc observé, surtout chez des espèces qui sont phylogénétiquement très éloignées de nous, parce que l'essentiel en fait de la recherche sur ces sujets qui est faite sur des modèles animaux, c'est sur des rongeurs. Il y a d'autres espèces, mais c'est essentiellement les rongeurs. On est quand même très très loin des rongeurs, phylogénétiquement. Je pense qu'il ne t'a pas échappé qu'on est quand même assez différents, ne serait-ce que du point de vue anatomique. Oui, mais en même temps, on pourrait se dire un cerveau est un cerveau. Moi, je me dis, si on observe des réactions à la testostérone, par exemple, chez la souris, pourquoi elles ne seraient pas applicables à l'humain ? Pour faire ce genre d'extrapolation, là, tu présumes implicitement qu'il y a un mécanisme biologique qui, dès lors qu'il existe dans une espèce n'importe laquelle, il existe forcément chez l'être humain. Donc déjà, c'est absurde quand on y pense. Je sais pas, tu vas voir quelque chose, je sais pas, qui existe chez la vache, tu vas dire, puisque ça existe chez la vache, ça existe chez l'abeille. Oui. Il n'y a pas de raison, pourquoi... Tu vois, c'est un petit peu bizarre. Il y a des raisonnements un peu étranges qu'on fait quand on passe de certains animaux, n'importe lesquels, en disant il n'y a pas de raison que ça n'existe pas chez l'être humain. Et puis quand on applique le même raisonnement entre deux espèces animales, tout de suite ça paraît un peu plus bizarre. Alors c'est vrai qu'on ne se sent pas très proche des abeilles. Et on se sent plus proche des singes et peut-être plus proche des souris que des abeilles. Mais... Bon, en tout cas, voilà, déjà, même sur le plan biologique, regarde toute la recherche biomédicale. Combien de milliers de médicaments fabuleux ont été trouvés et super efficaces sur des souris et qui n'ont jamais marché chez l'être humain contre le cancer ou ce que tu veux. Tu vois, même sur le plan vraiment très physiologique du fonctionnement du corps, non, on n'est pas identique, tout ne se retrouve pas dans toutes les espèces. Je veux dire, on a toutes nos spécificités. Donc, alors, a fortiori, le problème est encore plus délicat quand on parle de comportement. Voilà, le cerveau humain, alors certes, il est fabriqué avec les mêmes briques élémentaires que le cerveau des autres êtres vivants dotés d'un cerveau. Il y a des neurones qui fonctionnent grosso modo de la même façon, qui sont connectés entre eux par des synapses, etc. Voilà, on va dire les briques élémentaires sont les mêmes. Mais après, le fonctionnement, de fait, il est différent. Je crois que
on peut remarquer que le comportement des humains et les capacités cognitives des humains sont quand même un petit peu différentes de ceux des souris, non ? Enfin, je sais pas. Moi, il me semble. Hein. Je connais pas bien le comportement des souris, je ne sais que te répondre. Et voilà, et un comportement ou la réalisation d'une tâche cognitive, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et établir des équivalences entre ce genre de traits, tu vois, c'est plus facile de comparer, moi j'en sais rien, la longueur des pattes dans telle espèce à la longueur des membres d'un être humain. Par contre, quand tu vas commencer à parler de comportement, je sais pas, je prends l'exemple qui me vient à l'esprit, dont on parle beaucoup, sur la question de l'orientation sexuelle. C'est quoi l'orientation sexuelle d'un rat ? Alors là... On peut se dire, c'est simple, c'est pas compliqué. L'orientation sexuelle chez l'être humain, c'est est-ce qu'on préfère coucher avec des personnes de tel ou tel sexe, ou est-ce qu'on tombe plutôt amoureux des personnes de tel ou tel sexe ? Eh bien, chez le rat, ça va être est-ce que le rat, tel rat, va avoir des accouplements plutôt avec des congénères de tel ou tel sexe ? Bon, quand on regarde la question de plus près, c'est extrêmement compliqué, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas déjà de définition unique et commune de ce que c'est que l'orientation sexuelle chez l'être humain, qui peut être définie à partir des pratiques effectives, ou bien des attirances, des fantasmes, ou bien de l'identité. Enfin, il y a tout un tas de dimensions, c'est très compliqué la notion d'orientation sexuelle chez l'être humain, et il n'y a aucun équivalent dans aucune espèce animale. Oui, donc il peut y avoir une tentation à l'anthropocentrisme, en fait, et à vouloir se comparer ou à trouver des résultats chez les animaux et à vouloir les appliquer sur l'humain. Mais c'est un grand écart un peu risqué. C'est la notion de modèle animal, en fait. Comme il y a des expériences qu'on ne peut pas réaliser sur l'humain, effectivement pour des raisons éthiques, on va essayer de trouver un modèle, quand je dis un modèle animal, donc on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble plus ou moins vaguement au phénomène humain qu'on a envie d'explorer. Et là, on va faire des expériences sur telle ou telle espèce pour essayer de voir comment ça se passe dans cette espèce. Mais pendant assez longtemps, avant qu'il y ait une critique radicale qui soit produite et puis qu'il y ait un petit peu un changement de paradigme, typiquement, les études sur l'orientation sexuelle, entre guillemets, qui étaient faites sur des rongeurs mâles, la modélisation de homosexualité, entre guillemets, versus hétérosexualité, c'était savoir si le rongeur mâle qu'on étudie avait tendance à monter des congénères ou plutôt à être monté par des congénères. Tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, ok, on est un petit peu loin là de la notion d'orientation sexuelle humaine. Parce que dans ce modèle-là, en fait, on se fiche complètement du sexe du congénère. Du partenaire. Voilà. Donc, dans ce modèle-là, par exemple, une femelle qui montrait un mâle, ça existe, en fait, parce que voilà, les comportements sexuels des animaux, même des rongeurs, sont beaucoup plus variés que ce qu'on imagine. Dans ce modèle-là, une femelle qui montrait un mâle, elle serait homosexuelle, puisqu'en fait, elle aurait un comportement de monte. Ouais. Or, oui, en fait, non, une femelle est censée être réceptive, et donc, en fait, c'est qu'elle n'est pas hétéro, et donc elle est homo. On est en train de comparer l'animal à l'identité sexuelle d'une personne. Le problème de fond, c'est que ce qu'on étudie chez ces modèles animaux, c'est pas l'être humain. Donc, on est en train d'étudier des comportements qui, en fait, sont différents chez des êtres vivants qui, d'un point de vue biologique, sont aussi différents de nous. Donc c'est ça le problème de fond. Donc ça peut donner des éléments de réflexion, des pistes, des indices, mais on peut en aucun cas, quand on découvre quelque chose dans une espèce animale particulière, dire c'est bon, puisqu'on l'a découvert dans cette espèce, alors ça marche certainement pareil chez l'être humain. Ça n'a aucun sens de faire ça. Maintenant, nous allons passer à un grand extrait. Donc, nous allons lire ensemble. Et ensuite, je vais apporter quelques éléments critiques. Je lis. La mosaïque des différences entre ces trois hominidés ne saurait occulter quelques traits universels. Les mâles sont plus préoccupés par leur rang social. Les femelles sont plus tournées vers les êtres jeunes et vulnérables. Les mâles sont physiquement, sinon toujours socialement, dominants, plus enclins à la confrontation ouverte et à la violence. Les femelles sont plus nourricières et se consacrent à leur progéniture. Ces tendances se manifestent très tôt dans la vie. Il suffit de voir le niveau d'énergie et les bagarres qui caractérisent les garçons et le goût des filles pour les poupées, les nourrissons et le babysitting,
Il s'agit d'une différence sexuelle archétypique que l'on trouve chez la plupart des mammifères, des rats aux chiens, en passant par les éléphants et les baleines. Son évolution tient au fait que la fréquence de transmission des gènes d'une génération à l'autre est influencée par le sexe. Mais même cette différence sexuée prononcée n'est pas absolue. Elle suit la distribution bimodale habituelle avec des zones de chevauchement et des exceptions. Au sein de chaque espèce, les mâles et les femelles ne sont pas tous identiques. De plus, les différences que nous observons sont descriptives, pas prescriptives. Nous ne disons pas que les mâles doivent agir de telle ou telle façon et les femelles de telle ou telle autre, mais que chaque sexe suit un programme distinct qui l'amène à se comporter différemment de l'autre sexe. D'autres différences suggérées entre les genres se sont révélées difficiles à confirmer. Je rappelle que je compare ici les 3 hominidés. Lorsque j'utilise les termes mâle et femelle ci-dessous, cela inclut évidemment les hommes et les femmes de notre espèce. On dit souvent que les mâles sont plus hiérarchiques et font de meilleurs chefs, tandis que les femelles seraient plus pacifiques. Ou encore que les femelles sont plus sociables et moins volages. Dans tous ces domaines, aucune de mes observations n'étaye de telles affirmations. Je n'ai découvert que des nuances mineures, si tant est qu'il y en avait. La compétition entre les femelles, quoique de nature moins physique et très répandue, est intense. Leur vie sexuelle paraît aussi aventureuse que celle des mâles. Chacun a ses hiérarchies sociales et entretient des amitiés à vie, même si les caractéristiques en sont différentes. Donc, déjà ici, ce que j'ai remarqué, c'est une contradiction importante. Dans un premier temps, il dit que, je cite, « les mâles sont plus préoccupés par leur rang social », et ensuite il dit « on dit souvent que les mâles sont plus hiérarchiques et font de meilleurs chefs, mais aucune de mes observations n'étaye de telles affirmations. » Donc moi, ça me paraît très contradictoire parce que la préoccupation du rang social, est-ce qu'elle n'est pas en rapport étroit avec le fait d'être hiérarchique ? J'ai l'impression ici d'un manque de rigueur et de clarté dans la description des variables observées et décrites. Cela s'appelle un biais de définition des traits observés. Je vous partage à nouveau un extrait d'Odile Fillot dans l'épisode 3 de Méta de choc, dans lequel elle parle de ce biais de définition des traits observés. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a des biais qui peuvent être causés par la définition du trait cognitif ou comportemental qu'on va étudier. Par exemple, tu vois, si tu prends les études qui mesurent l'agressivité, ça typiquement on dit ah oui, les hommes c'est beaucoup plus agressif que les femmes. Eh ben, tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats si tu définis et tu mesures l'agressivité par des mesures d'agressivité physique ou d'agressivité verbale. Là, si tu regardes l'agressivité verbale, en plus, après, il faut faire attention à certains contextes parce qu'on peut comprendre que, étant donné la différence moyenne de stature, de puissance physique qu'il y a entre hommes et femmes, dans un contexte où physiquement une femme pourra se sentir plus en danger, elle va éviter une agression qu'un homme pourrait avoir. Enfin, tu vois. Mais bref, donc quand tu utilises des mesures qui essayent de contrôler ces biais-là et qui essayent de mesurer une espèce d'agressivité intrinsèque, on va dire, enfin, qui soit détachée de ces questions purement physiques, bah là, tu trouves plus cette fameuse différence d'agressivité. Enfin voilà, donc ça, là, c'est un exemple de biais simplement lié à la définition et de la mesure que tu emploies pour quantifier les différences entre hommes et femmes que tu veux étudier. Un autre exemple du manque de rigueur dans les propos de Frans de Waal. Je cite. « Il suffit de voir le niveau d'énergie et les bagarres qui caractérisent les garçons et le goût des filles pour les poupées, les nourrissons et le babysitting. Il s'agit d'une différence sexuelle archétypique que l'on trouve chez la plupart des mammifères, des rats aux chiens en passant par les éléphants et les baleines. Donc ça, c'est très très bizarre. Je suis assez surprise et intéressée d'apprendre que les jeunes éléphantes jouent à la poupée. » Frans de Waal semble tout mélanger, parler des comportements des singes et des humains comme si ils étaient complètement équivalents. De plus, il utilise un procédé rhétorique particulier. Il utilise beaucoup de formules en disant que c'est évident, que l'on observe telle ou telle chose. Je cite, « Il suffit de voir ». Il parle de différences sexuées archétypiques. Tout l'article est traversé par ce genre de formulation
qui semble énoncer des choses évidentes, comme pour éviter de donner des arguments et des preuves, et affirmer que quelque chose n'est évident est loin d'être une preuve. Il mélange tout, sans parler du fait qu'il énonce stéréotype sur stéréotype. Je vous partage à nouveau un passage d'Odile Fillot qui parle des jeux chez les humains, dans l'épisode 3 de Méta de choc. Et en plus de ça, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu des études de fait sur les enfants humains de 20 mois et qui arrivent à des conclusions très différentes de ce qui a été observé dans cette étude sur les singes. Et notamment qui enregistrent la quantité de mouvements avec un bracelet électronique sur les enfants pendant les interactions avec les jouets. Oui, il y a déjà des études effectivement simplement sur les préférences entre guillemets pour tel ou tel jouet. Donc déjà effectivement ce qui est documenté c'est que c'est à peu près à partir de l'âge de 2 ans qu'on commence vraiment à avoir des différences de préférences. C'est pas du tout ce qu'on décrit sur le mode les filles elles adorent les poupées, elles s'intéressent pas aux bagnoles et ça c'est pas du tout ça. C'est plutôt en gros les garçons fuient les jouets de filles, enfin les jouets de filles donc connotés socialement rose. Etc. comme féminins qui sont roses et qui sont des bébés, etc. Alors que les filles, en fait, si on les met dans une situation où elles peuvent vraiment choisir de jouer avec ce qu'elles veulent, elles apprécient tout autant les jouets dits masculins que les jouets féminins. Enfin, bref, donc il y a effectivement déjà des études sur les préférences de jouets chez les êtres humains qui ne donnent pas du tout les résultats caricaturaux que ces gens prétendent être démontrés chez l'être humain. Mais donc là, ce à quoi tu fais référence, en fait, c'était une étude qui a été faite par ces chercheuses elles-mêmes, celles qui ont fait cette étude sur les singes, pour tester une de leurs hypothèses. Parce que comme elles ont trouvé que il y avait une différence moyenne entre mâles et femelles dans leur étude, dans le temps passé à jouer avec la voiture et la balle, elles formulent dans cet article-là une hypothèse explicative. Elles disent, en fait, ça doit être parce que il y a une différence de niveau d'activité, qu'en fait les mâles ils sont plus actifs et ils ont une propension à vouloir faire des choses plus physiques, plus actives. C'est un stéréotype, une idée qui est très commune, très répandue aussi sur les êtres humains. On dit oui, un garçon ça a besoin de se dépenser, ça a envie de bouger, de jeux un petit peu physiques et tout ça, alors que les filles elles aiment bien rester au calme, caresser leurs poupées tout doucement, etc. Et donc elles l'ont testé, elles ont fait un test de cette hypothèse sur des enfants. Elles ont mis des bracelets à des enfants qui mesuraient la quantité de mouvement pendant qu'ils jouaient avec des jouets. Ces mêmes types de jouets, donc des voitures, des balles, des poupées, etc. Et en fait, elles disent elles-mêmes, non, notre hypothèse ne tient pas la route parce que on constate que, d'une part, il n'y a pas de différence de niveau d'activité moyen entre garçons et filles quand ils sont en train de jouer avec tous ces jouets. Et en plus, il n'y a pas non plus de différence selon que les enfants jouent avec une poupée, mettons, ou avec une voiture. En fait, ils sont tout aussi actifs ou calmes, indépendamment du type de jouet. Ouais. Il s'enfonce encore plus en expliquant que cette différence sexuée archétypique tient au fait que la fréquence de transmission des gènes d'une génération à l'autre est influencée par le sexe. Là, Frans de Waal biologise le social puisqu'il considère que ces comportements ont été transmis génétiquement. Mais a-t-on des preuves de cela ? Les gènes de transmission ont-ils été identifiés ? Il ne cite aucun gène. On poursuit plus loin en parlant de programmes distincts. Nous ne disons pas que les mâles doivent agir de telle ou telle façon et les femelles de telle ou telle autre, mais que chaque sexe suit un programme distinct qui l'amène à se comporter différemment de l'autre sexe. De quoi s'agit-il ? D'un programme génétique ? Mais encore une fois, les gènes ont-ils été identifiés ? En fait, il y a une grande confusion dans ce genre de propos qui a été identifié par Odile Fillot. J'ai mis en face à face 2 citations, une de Frans de Waal et une d'Odile Fillot, qui montrent la confusion qu'il y a dans ce genre de discours. Commençons par Frans de Waal. J'ai déjà dû citer ça, mais on va le relire. Néanmoins, le fait que nous soyons naturellement genrés ne retire pas son intérêt à la notion de genre. La coexistence du genre et du sexe prouve que
que tout ce que nous faisons est influencé et par la biologie et par l'environnement. On ne peut pas évoquer les différences entre hommes et femmes sans tenir compte de cette double influence. Je cite Odile Fillot, un article qu'elle a publié sur son blog Allodoxia intitulé « Le débat inné-acquis est-il vraiment dépassé ?» Je cite « L'invocation de l'évidence d'un rôle des gènes vise en fait à induire la confusion classique entre la question de la genèse d'une caractéristique chez un individu d'une part et celle de l'origine des différences entre individus dans cette caractéristique d'autre part, qui est celle que j'ai formulée plus haut et qui fait véritablement l'objet du débat idéologique. Or, dire que le patrimoine génétique d'un individu est un facteur déterminant dans la genèse de ses dispositions psychiques ne permet nullement de conclure que la variabilité des dispositions psychiques entre individus de patrimoine génétique normaux est en partie déterminée par la variabilité de ceux-ci. Donc ici, Odile Fillot distingue bien l'échelle de l'individu de l'échelle des différences entre hommes et femmes. Et il ne faut pas confondre les deux causalités. Odile Fillot explique que oui, à l'échelle individuelle, on est déterminé par notre génétique et par l'environnement. Mais quand on compare deux groupes, ça ne veut pas dire que les différences qu'il y a entre deux groupes viennent à la fois d'origine génétique et de l'environnement. C'est deux choses qui sont différentes. Donc, dans ces extraits, Frans de Waal affirme des choses sans avancer aucune preuve. Il énonce des propos spéculatifs relevant de la psychologie évolutionniste, comme vous avez pu le constater, et qui sont sans aucun fondement réel. Cependant, pour nuancer un peu mes critiques, je vais également citer des passages qui me semblent pertinents, car Frans de Waal a pourtant conscience d'un certain nombre de problèmes qui se posent dans le cadre de ses recherches sur les différences comportementales entre mâles et femelles qui auraient une origine biologique. Je cite quelques passages. Même l'idée banale selon laquelle la testostérone serait le moteur de la violence est un piège. La testostérone est une hormone que nous considérons comme l'essence de la virilité, au point de dire d'un type arrogant qu'il déborde de testostérone. Or, c'est un tort, car il n'y a aucune raison de rejeter toute la responsabilité sur ces hormones prétendument déchaînées. D'abord, je rappelle que les femmes aussi produisent de la testostérone, bien qu'à de plus faibles niveaux. Ensuite, s'il est vrai qu'un comportement agressif suppose la présence de testostérone, si bien que la castration permet de l'atténuer, le rapport entre agressivité et testostérone est plus compliqué qu'il n'y paraît. Si vous réunissez des singes mâles en captivité, leur taux de testostérone ne permet pas de prédire lequel sera le plus agressif. Au contraire, c'est le niveau d'agressivité déployé par chaque individu qui annonce le niveau hormonal constaté par la suite. Hormones et comportements s'influencent mutuellement. Bon là, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais j'ai déjà lu des choses à ce sujet. En fait, ça parle de problèmes liés à la causalité. On peut observer un comportement et en parallèle un taux d'hormones, mais en fait, on ne peut pas déduire la causalité. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la testostérone, alors que c'est pas prouvé que ce soit la testostérone qui cause l'agressivité. Ensuite, un deuxième passage relativement pertinent. Je dis relativement pertinent parce que je pense qu'il y a d'autres points de critique dans ce paragraphe. Donc, deuxième point relativement pertinent, on se heurte au même problème avec le cerveau. Le cerveau des hommes et celui des femmes sont-ils distincts dès la naissance ou se différencient-ils à cause de pressions sociétales divergentes ? Une étude récente sur les singes capucins a révélé une différence remarquable entre les cerveaux mâles et femelles, notamment dans les zones corticales associées à des fonctions complexes.
Ces zones sont plus élaborées chez les femelles que chez les mâles. Mais là encore, on ne peut exclure la possibilité de modifications liées à l'expérience, les capucins mâles et femelles menant des existences très différentes. Donc pour corroborer ces passages relativement pertinents, je vous partage à nouveau un extrait d'Odile Philo dans l'épisode 2 de Méta de choc, qui parle également de ce problème que l'on retrouve notamment dans les études de neurosciences en imagerie. Et un autre domaine qui est extrêmement présent aussi sur ces questions, sur les différences psychologiques qui seraient issues de la biologie entre les hommes et les femmes, c'est les neurosciences. C'est ça, j'imagine, peut-être plus quelque chose dont tu peux avoir usage ou que tu peux aller analyser, puisque ça touche plus à la biologie, là, pour le coup. Oui, mais les neurosciences, c'est très, très, très vaste. Il y a des gens qui font des neurosciences sans vraiment mettre les mains dans le cambouis, on peut dire, de la biologie. Neurosciences, ça recouvre une multitude de sous-disciplines. Mais on en parle beaucoup et c'est souvent évoqué. Alors oui, évidemment, mais je dirais par construction, puisque en fait... Alors, le consensus, pour le coup, enfin, il y a quand même une forme de consensus autour de l'idée que le substrat biologique de nos comportements, c'est le cerveau. Bon, voilà, ça, a priori, on est d'accord là-dessus. Voilà, enfin, bon, sachant que... Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Bon, en tout cas, c'est une hypothèse de travail que je partage tout à fait, qui est en première approche et parfaitement raisonnable, je pense. Donc, naturellement, si j'ose dire, le meilleur lieu d'étude du lien entre biologie et comportement, c'est effectivement le cerveau. Est-ce que des facteurs biologiques modifient la structure, le fonctionnement, etc. du cerveau, et est-ce que ces différences, ces modifications structurelles ou fonctionnelles se traduisent très concrètement par des différences de performance cognitive, de stratégie cognitive, de tendances comportementales, etc. Et on a de plus en plus d'études qui sortent, qui utilisent les neurosciences pour parler de ce type de sujet. Oui, qui utilisent notamment, beaucoup de, comme je disais, beaucoup de techniques de neuroimagerie qui sont mobilisées. Très visuelles d'ailleurs, que tout le monde peut voir et souvent on a l'impression, ça donne quelque chose de vachement plus accessible en fait quand on regarde des images. Oui, ça donne l'illusion en fait qu'on voit vraiment ce qui se passe dans le cerveau et voilà que c'est une preuve. Montrer 2 images côte à côte en disant regardez, ça c'est un cerveau de femme, ça c'est un cerveau d'homme avec des couleurs différentes. C'est vraiment frappant. Les gens se disent « Ah ouais, ok, non mais là, on le voit, quoi. » Oui, on a l'impression c'est différent, et puis c'est le cerveau, donc c'est biologique, c'est clair, c'est biologique. En oubliant qu'on peut tout à fait, effectivement, voir à un instant T une différence entre 2 individus dans leur cerveau. Et c'est pas parce que c'est une différence qui s'inscrit dans un substrat biologique qu'elle a une origine biologique. Oui, voilà. Le cerveau, c'est quelque chose de très plastique, et voilà. En effet, de simples observations réalisées ne disent rien de l'origine de ces observations. Si des différences sont observées dans le cerveau, elles ne disent rien de l'origine innée ou acquise de leur développement. Notre cerveau n'est pas influencé que par nos gènes. Nos expériences, nos apprentissages le façonnent également. Ainsi, ces passages relativement pertinents de Frans de Waal, que nous avons lus avant l'extrait d'Odile Philo, montrent qu'il a connaissance d'un certain nombre de problèmes épistémologiques. Donc, je ne comprends pas qu'il en arrive ensuite à déblatérer de si grosses affirmations, comme on l'a vu, au sujet de l'origine génétiquement transmise des comportements genrés et de ce fameux programme qui amènerait chaque sexe à se comporter de telle ou telle façon. Donc, globalement, je trouve que son discours est très très contradictoire. Il affirme beaucoup de choses sans les étayer, utilise le procédé rhétorique de l'évidence sans argumenter, sans donner de preuves. Il se base beaucoup sur la psychologie évolutionniste, et même s'il apporte des nuances, tout de suite après, il réaffirme les soi-disant évidences d'une espèce de différence de comportement naturel entre mâles et femelles. Alors, arrivé au terme de ces quelques critiques, on peut se demander, est-ce que je fais un procès d'intention à la FIS ? Parce que peut-être que
Monsieur Ramu, Monsieur Krivine et Monsieur Franz de Waal ne connaissent pas le travail d'Odile Fillot. Mais il s'avère que si. Pourquoi est-ce que je ne fais pas de procès d'intention à la FIS ? Franck Ramu connaît le travail d'Odile Fillot. Franck Ramu a déjà eu des échanges sur Facebook avec Odile Fillot, par exemple en 2017, sur le compte d'Odile Fillot, où les échanges sont assez houleux. Également en 2017, il a participé à la signature d'un commentaire sous un article du blog Allodoxia d'Odile Fillot, commentaire signé en commun avec d'autres personnes investies dans la propagation de discours affirmant qu'il y a une origine innée dans les différences cognitives et comportementales entre hommes et femmes. Certains et certaines de ses co-auteurs, Nicolas Gauffry et Peggy Sastre pour ne pas les citer, sont des contributrices du dossier thématique masculin-féminin du numéro 309 de Sciences et Pseudosciences qui était paru en 2014. J'ai fait référence à ce dossier dans la première vidéo de cette série. Donc je mets les sources, le commentaire est consultable, vous pouvez retrouver les discussions houleuses entre Odile Fillot et Franck Ramu sur son compte Facebook. Ensuite, je suppose également que Jean-Paul Krivine connaît le travail d'Odile Fillot, car de son côté, il a rédigé un article critiquant un ouvrage collectif auquel Odile Fillot a participé. L'ouvrage s'appelle « Le genre des sciences ». Dans cet article, bien qu'il ne la cite pas directement, il fait référence au chapitre de l'ouvrage qu'elle a rédigé. Cet article de Krivine est rappelé dans le numéro 347, que nous venons de longuement critiquer, et je mets également le lien de l'article de Krivine et Tesser. En ce qui concerne Franz de Waal, par contre, à l'heure où je réalise cette vidéo, je ne sais pas si Franz de Waal connaît Odile Fillot, et j'ai la flemme de chercher. Désolée. Donc, je ne pense pas faire de procès d'intention à la FIS. Il semble y avoir toute une communauté de vulgarisateurs et de chercheurs se revendiquant pourtant des sciences qui ne prennent pas au sérieux le travail d'Odile Fillot, jugeant qu'elle ne critique que les études n'allant pas dans son sens. Ils pensent qu'elle poursuit un agenda et qu'elle sert une idéologie. Je partage à nouveau un extrait d'Odile Fillot dans lequel elle se défend de ses critiques. C'est important de comprendre que moi, je ne suis pas en train d'instrumentaliser certaines études scientifiques contre d'autres. Oui. Je ne suis pas en train de dire cette étude c'est n'importe quoi et la preuve, il y a telle autre étude qui dit le contraire. Et certaines personnes, en fait, donc des personnes qui ne m'ont pas lu, parce que si on me lit, on voit que je fais pas ça, présument que, du coup, j'ai un regard hyper critique vis-à-vis des études qui me déplaisent, entre guillemets, mais que pour contredire ces études ou pour alimenter ma critique, je vais prendre sans aucune distance critique d'autres études qui vont dans mon sens, entre guillemets. Et c'est vraiment pas ça que je fais. Alors, évidemment, je n'utilise pas la psychologie évolutionniste, mais de la même manière que je n'utilise pas les recherches en sciences sociales, par exemple. Enfin, si tu regardes sur mon blog, je pense que tu auras du mal à trouver la citation d'une étude de sociologie en disant « Ah, regardez, telle étude contredit telle autre étude biologique ». Moi, vraiment, je me focalise sur les affirmations d'existence d'un phénomène biologique. Et je regarde toutes les études, en fait, qui alimente en fait cette thèse bien plus que sur celle qui... Oui, voilà. Donc tu vas chercher les informations qu'on peut trouver dans les recherches en biologie. Voilà, et je regarde à quel point ces informations sont robustes, fiables et extrapolables, généralisables, et à quel point elles confortent effectivement ce qui est affirmé par les gens qui s'en servent, c'est tout. Du coup, si je ne fais pas de procès d'intention à la FIS, mais que ses contributeurs refusent de considérer sérieusement son travail critique extrêmement rigoureux, on peut se demander pourquoi. Pourquoi la FIS continue-t-elle d'ignorer, au sens de ne pas vouloir prendre en compte, le travail d'Odile Fillot ? Écoutons-la une dernière fois, elle a une hypothèse. Et des mythes savants, il y en a aussi qui viennent de la psychanalyse et qui créent, en termes de relations hommes-femmes et de différences hommes-femmes, quand même beaucoup de mythes.
Oui, je suis contente que tu amènes ça, parce que la psychanalyse est souvent opposée aux neurosciences cognitives, etc. Mais sur ce sujet-là, sur la question de différence homme-femme, dans beaucoup de cas, la logique va être la même, c'est simplement que les théories vont être d'un type différent. Tu vois, je sais pas, on parlait de l'instinct maternel, entre guillemets, tout à l'heure. Il y a des théories psychanalytiques aussi qui vont affirmer une différence essentielle, enfin surtout en gros dans les comportements, voilà, dans les comportements sexuels et les comportements parentaux, voilà, dans ces deux domaines. Typiquement, la psychanalyse a produit des discours extrêmement essentialistes en fait, et qui sont dans leurs détails techniques, on va dire, n'ont rien à voir avec ces discours biologiques dont on a parlé, mais au fond, l'idée est la même. C'est l'idée de dire que de toute façon, de manière consubstantielle, de manière essentielle, les comportements sont clairement différents dès l'instant où on est une femme ou où on est un homme. Et ces théories-là, elles s'expriment différemment aujourd'hui, mais elles sont toujours là. Et elles cherchent à être prouvées quelque part. Ces idées cherchent à survivre. Oui, c'est ça, c'est les mêmes idées, mais qu'on cherche à étayés par des discours savants. Alors à un moment on allait les chercher dans la psychanalyse, maintenant c'est heureusement quand même pas mal en perte de vitesse, mais voilà, on va les chercher ailleurs. En fait il faut préserver l'idée et trouver autre chose pour la... Oui, et puis en même temps on peut comprendre que nous tous, grand public, parce qu'évidemment on en fait partie aussi, toi et moi, il y a un confort psychologique à ce que ce qu'on lit dans les médias corresponde à ce qu'on pense ou ce qu'on attend sur le rôle des hommes et des femmes, sur la place des hommes et des femmes. Moi, je vois ça, par exemple, par rapport à l'homosexualité, où il y a énormément d'homosexuels qui se disent si on trouve des raisons biologiques à l'homosexualité, on n'a plus besoin de se poser de questions, on n'a plus besoin de se justifier. C'est la nature, c'est comme ça, on est homo, on a une réponse. Et pour certaines personnes, c'est rassurant que ces personnes soient homo ou qu'elles soient hétéros, d'ailleurs. Je pense qu'on va chercher dans la science et dans la vulgarisation, quand on est grand public et qu'on va lire des articles, des choses qui peuvent aussi nous rassurer, nous conforter dans la manière dont on voit le monde. Trouver des solutions, trouver des explications toutes faites, quoi. Je veux dire, si on prend aussi l'exemple de l'ocytocine, ça peut disculper la mère qui ne se sent pas proche de son enfant, de se dire que, si c'est l'ocytocine, peut-être que c'est parce que elle a peut-être un déficit d'ocytocine, elle a peut-être une carence. Et à ce moment-là, elle ne va pas se poser de questions sur est-ce que c'est valide cette histoire d'instinct maternel, ou est-ce que peut-être que finalement elle n'avait pas envie d'un enfant mais elle en a eu un quand même. Oui, il y a un confort psychologique de manière générale à lire dans les médias quelque chose qui va conforter une croyance préalable, ça c'est sûr, quel que soit le sujet. Il se trouve que cette croyance, je pense qu'elle est quand même assez répandue, qu'il y a des différences psychologiques innées, etc. Alors après, j'ai pas fait de recherche en fait proprement dite sur la réception de tous ces discours. Donc ce que je peux dire à ce sujet, c'est pas étayé. Ce n'est pas scientifique. Voilà, c'est pas étayé par mes propres recherches, c'est plus une sensation que j'ai. C'est très subjectif, mais quand même en analysant les contextes dans lesquels ces études sont relayées, parce que c'est pas forcément juste l'actualité scientifique entre guillemets. Ça va être dans un dossier sur un autre sujet, puis paf, on va ramener une petite étude. Donc en analysant aussi ces contextes, j'en suis arrivée à l'idée que c'est comme si les gens avaient besoin de se rassurer sur cette histoire de différence homme-femme. Parce que on a quand même vécu, en gros, depuis le début des années 70, une transformation assez rapide de la société, avec des rôles sociaux de sexe et au sein des familles, etc., qui étaient avant beaucoup, beaucoup plus rigides. Quand je dis des rôles, c'est vraiment tout. C'est aussi, la manière de s'habiller, les métiers, qui fait quoi à la maison, etc. C'était beaucoup plus rigide et voilà, on savait qui était quoi. Et là, il y a eu un assouplissement assez important de tout ça, comme si les frontières avaient été brouillées, en fait. Et moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est comme s'il y avait une espèce d'angoisse à se dire, non mais les hommes et les femmes, quand même, c'est quand même bien, bien différent. Tout notre univers social et mental reste hyper structuré par ça. Je veux dire, c'est le premier truc qu'on dit quand un enfant naît, c'est un garçon, c'est une fille. Et c'est hyper présent tout le temps, c'est hyper structurant. Et ce que je me dis, c'est qu'au fond, ça doit rassurer les gens de se dire, ah oui, donc il y a quand même une base biologique, solide. Sinon, ça serait, un petit peu angoissant de se dire, ah mais en fait... plus qu'angoissant, tu vois, te dire, imagine, tu es une femme qui a un comportement typiquement féminin, ce qui est attendu socialement d'une femme. Imagine si on te fait prendre conscience que, en fait, tout ça, c'est une construction sociale. Finalement,
tous ces aspects de ta personnalité dont tu as l'impression que, ah oui, c'est toi, Mon identité c'est au fond de personnelle. toi, voilà, parce que c'est toi en tant que femme que spontanément, Tu bah oui, t'exprimes. t'as envie de porter du rose et des talons aiguilles, etc., et de te maquiller et je ne sais quoi. Et, Comme toi et aujourd'hui, c'est- pour cet n'est-ce enregistrement. pas? Non, ne dévoile pas. Et donc, moi, je me dis, bah oui, ça peut être un petit peu, peut-être, vertigineux pour les gens. L'idée que peut-être, en fait, tout ça, c'est comme si c'était faux, comme si c'était Ouais, pas eux, du vent. que ça a été construit par la société. Donc, je me dis, ça peut être une des raisons, peut-être aussi, qui fait que les gens pourraient être à la recherche, De repères, un ancrage identitaire, quoi. voilà, Quelque de chose. se dire, ah ok, on est vraiment comme ça, et c'est vraiment nous, c'est pas un truc qui a été plaqué sur nous, et voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette série de 4 vidéos de critiques d'un dossier thématique de sciences et pseudosciences. J'espère vivement que cela vous aura donné envie d'écouter ou de réécouter Odile Fillot et d'aller la lire. Allez écouter les 4 épisodes de Méta de choc. Ils sont accessibles et passionnants. Un livre reprenant cet échange entre Odile Fillot et Elisabeth Fety a également été publié. Confrontez le travail d'Odile Fillot aux propos de ceux et celles qui ne la prennent pas au sérieux et regardez qui tient le discours le plus idéologique. J'ai bien conscience que ces 4 vidéos ont été laborieuses et peuvent être assez lourdes. Je vais essayer de faire une 5e vidéo résumant les 4 qui sera beaucoup plus courte et très synthétique. J'envisage également une 6e petite vidéo assez rigolote dans lesquelles je mettrai des extraits, une espèce de vidéo bonus. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Au revoir.